m'entends bien? Voilà. OK, merci. Bonjour, bonjour tout le monde. Salut tout le monde en ligne. Ben, merci beaucoup d'être ici. Merci pour ce fabuleux colloque. C'est vraiment, vraiment génial. Effectivement, je vais parler de rôle dans la famille. Juste brièvement, avant de commencer, je voudrais simplement dire qu'il y a des données que je vais vous présenter aujourd'hui qui ont été récoltées, en fait, dans le cadre d'un projet plus large qui faisait partie d'une action concertée du FRQSC. Alors, je voulais juste dire un petit mot pour remercier vraiment les partenaires qui ont soutenu ce projet-là. Donc, je vais commencer par parler de travail reproductif, de la prise en charge du travail, disons, de non rémunéré des hommes et des femmes et de cette idée-là qu'il y a convergence actuellement entre les hommes et les femmes. Et mon point d'interrogation suggère que je remettrai un peu peut-être cette notion-là en question. Et dans un deuxième temps, je vais parler en fait des conséquences économiques de la division genrée du travail pour insister sur en fait l'importance de prendre en considération le patrimoine, pas seulement le revenu de travail. Donc, je commence ici en vous montrant ce graphique qui donne le nombre moyen d'heures par semaine consacrées au travail domestique par les femmes et par les hommes au Canada. Donc, ça vient d'ici, là, vous voyez la référence, c'est issu de l'enquête sociale générale sur l'emploi du temps et ça a été compilé là, par les autrices Mercer et Burlock de Statistique Canada. Alors, comme vous voyez, en 1986, ici, les femmes consacrent 3,5 heures en moyenne au travail domestique. Ça, qu'est-ce que ça inclut selon la définition de l'étude? C'est tout ce qui est repas, entretien de la maison, de l'auto, ce genre de choses-là. Et donc, 3,5 heures pour les femmes, 1,5 pour les hommes. Donc, on a une différence de 2 heures. En 2015, on est à 2,8 heures pour les femmes et 1,9 heures pour les hommes. Donc, c'est peut-être un type de graphique que vous avez vu dernièrement et c'est des données, c'est une tendance qu'on voit qui a été rapportée dans tout plein d'articles scientifiques, mais aussi dans, je dirais, les journaux qui visent un public plus large. Et c'est quelque chose qu'on observe dans presque tous les pays, en fait. Donc, j'ai mis d'autres références en bas là, qui concernent d'autres pays. Et ça fait dire à beaucoup de gens, en fait, qu'il y a convergence. C'est de là que ça vient, c'est basé sur ce genre de données-là. Donc, qu'il y a convergence, et même dans certains cas, on y va de prédiction que c'est une question de quelques années et tout ça sera bien vite derrière nous. Donc, j'aimerais en fait remettre en question un peu cette idée-là de la convergence sur plusieurs points. Donc, le premier, c'est celui, quand on regarde en fait les soins. Donc, les soins aux enfants, en fait, les hommes et les femmes, entre 1986 et 2015, ont augmenté le nombre d'heures par semaine consacrées aux soins de 0,2 heures chacun. Donc, l'écart là reste absolument inchangé quand on parle des soins. Aussi, entre 1986 et 2015, c'est important de voir qu'il y a quand même beaucoup plus de femmes qui travaillent, c'est-à-dire qui sont en emploi rémunéré, surtout des mères. Hein. Et on a parlé beaucoup, vous avez certainement entendu de parler du deuxième quart ou de second shift en anglais, mais il faut aussi parler du multitâche. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? On est sur l'heure du lunch, on reçoit l'appel du pédiatre, on répond au courriel de l'école pendant qu'on est sur Zoom. Pendant que j'étais en train de préparer cette présentation-là, j'ai vu sur la rue avant de travailler, j'ai failli lui demander de la prendre en photo. Une mère, elle s'en allait à un bébé dans le porte-bébé, deux un peu plus vieux dans son carrosse. Elle s'en allait à 8 heures du matin, vraisemblablement à la garderie, et elle était sur Teams avec son cellulaire. C'est ça que je veux dire, les tâches simultanées que l'on fait. Et
toutes les enquêtes qui sont utilisées pour donc compiler ces données-là sur le temps de travail, la grande majorité ne prennent pas en considération le simultané. Donc, ce qu'on fait, c'est que si on dit, par exemple, qu'on est au travail de 9 h à midi cette journée-là, comment c'est compilé ces données-là, c'est vraiment là, des gens qui remplissent des journaux. Bien, en général, on n'est pas capable de dire « Ah oui, mais en même temps, j'ai fait telle chose ». Au Canada, il y a un moment donné, l'enquête sociale générale, en 2010, a trouvé le moyen de faire ça, d'inclure le simultané. Donc, de permettre aux personnes de dire « Oui, je travaillais, tâche première, tâche secondaire, j'ai fait ça, ça, ça ». Et regardez la différence. Donc, ici, c'est en 2015, c'est ce que je viens de vous montrer. Donc, 2,8 heures pour les femmes, 1,9 heures pour les hommes. Ça, c'est le travail domestique comme activité principale. Donc, c'est, exemple, le soir, la fin de semaine, c'était ça que je faisais. Ici, on ajoute le temps de travail domestique qui a été déclaré comme activité secondaire. OK? On voit pour les hommes 1,9 heures, 2 heures en incluant les activités secondaires. Okay? Autrement dit, il n'y en a pas de multitâches, ou très peu. Pour les femmes, par contre, hein, on passe de 2,8 à 3,4 heures. Et donc, si je vous remets le graphique du début, là, le temps est exactement le même qu'en 1986 si on considère le multitâche. Okay? Donc, comment ça se comporterait en 1986 si on avait pu avoir le multitâche à l'époque? Je ne sais pas comment ça a changé dans le temps, on ne peut pas vraiment savoir. Mais c'est pour dire que tant qu'on ne prend pas ça en considération, c'est compliqué de dire qu'on est dans une convergence, il nous manque une grosse partie de l'histoire. Autre point que j'aimerais amener, c'est que, en fait, les inégalités de travail domestique, c'est une histoire principalement de couple, okay? Et de couple avec des enfants. Comme vous le voyez ici, je vous montre le temps de travail domestique qui est consacré par les hommes et les femmes qui ne vivent pas qui ne sont pas en couple. Donc, soit qu'ils n'ont pas d'enfants, des enfants en bas âge, des enfants plus vieux. Et on voit qu'il n'y a pas tant de différence pour les personnes seules entre les hommes et les femmes. Même, dans certains cas, les hommes semblent en faire plus. Et voici la différence si on considère les personnes en couple. Okay? Donc, c'est important de considérer ça. Pourquoi? Premièrement, on sait très bien que depuis 1986, il y a beaucoup moins d'enfants qui naissent. Et il y a beaucoup moins de personnes en couple. Ça, c'est l'évolution de la proportion des ménages qui comprennent une seule personne. C'est en fait la catégorie démographique qui est en plus grande croissance. Il y a de plus en plus de personnes qui sont seules. Alors, quel rôle ça joue dans la convergence que l'on voit? Et si la convergence, c'est finalement de plus en plus de gens et notamment de femmes qui sont comme, bon, ben moi, c'est quoi? Je vais laisser faire. Est-ce qu'on peut vraiment parler de convergence? Est-ce le bon terme? Je laisse ceci ouvert à la discussion. Et dernier point qui est très important, en tout cas pour moi, c'est regarder ici la convergence, comment elle s'obtient. C'est par une réduction totale du nombre d'heures consacrées au travail domestique. Donc, si vous faites la somme entre les deux, là, il y a moins d'heures consacrées en 2015. Donc, où sont passées les heures? Peut-être qu'il y en a certains, des sortes d'innovations technologiques qui font en sorte que ça va plus vite. Possible, un peu. Il y a beaucoup d'externalisation. Okay? On le sait, entre autres, ça, on en parle, je pense, quand même assez souvent à juste titre. Là. Il y a beaucoup, donc, on va payer des gens pour faire certains travaux de l'entretien et ce sera, donc, c'est converti en travail rémunéré, mais bien sûr, c'est réalisé par des femmes souvent très précaires. Mais il n'y a pas que ça. Il y a une autre chose très importante, je pense, et qu'on n'est pas capable de mesurer actuellement, c'est le travail qui est réalisé par les grands-parents. Il y a très, très peu d'informations là-dessus et j'ai été chercher ce que je pouvais trouver et j'ai trouvé, entre autres, là,
quelques études, dont une étude anglaise, OK, qui a sondé des grands-parents et qui a trouvé que 61% des grands-parents en couple et 53% des grands-parents vivant seuls fournissaient des soins à leurs petits-enfants dans la dernière année. Parmi eux, 56% sur une base régulière. Okay? Donc, c'est beaucoup de grands-parents qui font ceci. Et dans la même étude, il y avait les motivations principales. Permettre aux parents de travailler, offrir du répit aux parents, permettre aux parents de sortir. Okay? En quatrième lieu, se maintenir jeune et actif. Donc, il y a toute la question de dire, bien sûr, on l'apprécie, s'occuper de petits-enfants, mais c'est une prestation de travail qui contribue à notre société, à l'économie. Et actuellement, en fait, ce travail-là, ben, il est complètement exclu de ce qu'on rapporte en termes de temps consacré au travail. Pourquoi? Parce que en fait, toutes les études que moi je connais sur le travail reproductif, en fait, ça se concentre sur ce qu'on appelle la population active, c'est-à-dire généralement, c'est 20 à 60 ans. Toutes les données que je viens de vous présenter, c'est 25 à 54 ans. Donc, est-ce qu'il y a des inégalités de genre dans le travail de soins des petits-enfants? Honnêtement, on ne le sait pas, on s'en doute, mais dans des chiffres, on n'en a pas. Alors, je pense qu'actuellement, c'est tout un pan, je pense, du travail qui est opéré, là, qui est très, très mal mesuré et je pense qu'on n'en prend pas bien la mesure. Donc, pour toutes ces raisons-là, je pense qu'il faut faire attention. Quand on dit qu'il y a convergence sur la base d'un seul graphique, peut-être, mais c'est peut-être d'une moins grande ampleur qu'on voudrait bien le dire. Et donc, ces inégalités-là sont encore très, très importantes. Donc, ceci étant maintenant, je passe au deuxième point, finalement, des conséquences économiques de ces inégalités. Prisca en a parlé avant. Je pense que vous en avez parlé beaucoup ce matin. Je suis très déçue. Je présentais dans un autre colloque et je n'ai pas pu voir toutes ces présentations-là. Mais on les connaît bien en partie, ces conséquences-là de la division genrée du travail reproductif, en fait, sur les revenus d'emploi. Donc, plus de temps partiel pour les femmes, plus d'arrêts de travail, horaires. On cherche plus des horaires flexibles, peut-être moins de promotion, revenus d'emploi plus faibles. Par contre, je pense que c'est aussi très important de parler du patrimoine. C'est quoi le patrimoine? C'est tout ce qu'on a comme actif, épargne accumulée. Notre maison, la valeur que ça peut avoir, nos épargnes retraite, tout ça. C'est vraiment, on se rend compte de plus en plus là, dans le travail sur les inégalités économiques, en fait, c'est une donnée hyper importante pour le bien-être. Quand, oups, on perd notre emploi, ça peut faire la différence entre, je veux dire, un stress énorme, la précarité versus, bon, pour la retraite, évidemment, c'est très important. Donc, je pense qu'il faut l'étudier. Il faut l'étudier aussi parce que, selon moi, ce n'est pas réductible les inégalités de patrimoine aux inégalités de revenus. C'est différent. Donc, c'est-à-dire que oui, les inégalités de revenus, assurément, vont venir créer des inégalités de patrimoine. On a moins de revenus pour les femmes, on peut moins épargner, on aura moins de patrimoine. Mais on peut imaginer facilement plein d'autres mécanismes. Exemple, si c'est nous qui multitâche pendant le travail, qui prend en charge le travail reproductif, bien, on a possiblement moins de temps à consacrer sur une chose qui est somme toute compliquée, gérer ses investissements, pour les gérer bien. Donc, des rendements plus faibles que potentiellement pour des hommes qui ont plus de temps et moins de patrimoine. Aussi, l'entrepreneuriat. Je ne sais pas si ça a été évoqué ce matin, mais certainement que le travail reproductif, ça rend plus difficile de fonder une entreprise qui peut éventuellement avoir une valeur. Et pour les personnes qui ont la chance, en fait, de provenir de familles qui ont créé des entreprises, bien, probablement que d'avoir pris en charge le travail reproductif, d'être moins investi peut-être à la base dans la gestion de cette entreprise-là, comparativement à des frères, par exemple, on sera moins facilement vu comme, disons, l'héritière la plus pertinente.
On peut certainement imaginer d'autres mécanismes, mais c'est pour vous donner une idée. Actuellement, il y en a très, très peu d'études qui analysent le patrimoine des hommes et des femmes. Pourquoi? Parce qu'on fait souvent l'hypothèse, un peu comme Prisca l'a évoqué, en fait, que le patrimoine, ça s'égalise quand on se met en couple. D'où ça vient, cette hypothèse-là? Ça vient un peu là, de cette notion-là, tu sais, que les couples partagent, mais ça vient aussi, merci, ça vient aussi de cette idée que le mariage comme contrat, en fait, prévoit généralement, et c'est le cas au Québec, une division égale du patrimoine accumulé durant le mariage en cas de divorce ou de décès. C'est vrai que ça prévoit ceci, mais ça ne s'applique pas aux actifs accumulés avant le mariage, ni aux héritages. Aussi, c'est un droit. Okay? J'ai le droit, si je suis mariée, de dire oui, je vais prendre la moitié. Par contre, il y a quelques études, dont Bessières et Golac en France, qui montrent en fait que factuellement parlant, ce n'est pas tout le monde qui se prévoit de ce droit-là. Des fois, pour toutes sortes de raisons, les distributions souvent sont inégales. Durant le mariage, la propriété des actifs peut être tout à fait inégale. Donc, un et l'autre, on peut vendre, on peut faire ce qu'on veut avec notre patrimoine et en bénéficier pour nous-mêmes. Et finalement, point le plus important, au Québec, c'est 40% des couples qui ne sont pas mariés. Donc là, ça dépend des mécanismes que Prisca évoquait. Est-ce que les couples vont, oui ou non, mettre ensemble ou pas? Et je pense que quand même les résultats de Prisca parlent d'eux-mêmes sur qu'est-ce qu'il y en est. On ne peut pas vraiment assumer qu'il y a une égalisation complète, peut-être partielle, certainement, mais pas complète. Donc, on doit l'étudier, mais c'est très difficile de le faire parce que cette hypothèse-là de légalisation du patrimoine dans le couple, elle se reflète dans les données disponibles. En ce moment, dans bien des pays, les données qui existent sur la valeur des biens et des dettes sur le patrimoine, c'est considéré comme un bien du ménage. Donc, quand on appelle les gens qu'on sonde, si on tombe sur quelqu'un qui est en couple, on dit parfait, vous et votre conjointe, ensemble, qu'est-ce que vous possédez, tout le monde, qu'est-ce que vous possédez, combien ça vaut. Donc, impossible de séparer qu'est-ce qui appartient à qui, de conduire une analyse qui serait genrée, en fait. Et c'est le cas au Canada. L'enquête de Statistique Canada, la principale sur les avoirs, c'est l'enquête sur la sécurité financière qui adopte cette pratique-là. Par contre, l'an passé, j'ai eu la possibilité de créer une nouvelle enquête grâce dans le cadre de l'autre projet dont je vous ai parlé, qui portait sur le surendettement. Donc, ça portait surtout sur l'endettement, mais j'en ai profité pour poser des questions aux personnes sur la valeur de leurs actifs, de leurs dettes au niveau personnel. Et donc, je suis en mesure, donc ça demeure approximatif, mais d'offrir quand même une première idée de à quoi ça peut ressembler. Donc, si je vous donne un peu d'informations, c'est 4800 personnes environ qui ont répondu à l'enquête. On a créé le questionnaire et c'est Léger qui a mené effectivement l'enquête, et c'était en janvier-février de l'an passé, 2022. Alors, ce que je fais, je vous montre ici comment j'ai posé la question. Comme je vous dis, c'est très approximatif, mais j'ai saisi l'opportunité que j'avais on a demandé, selon votre estimation, donc on avait demandé à tout le monde, est-ce que vous avez une maison? Est-ce que vous avez des actifs financiers? Bon, on leur rappelait un peu qu'est-ce qu'ils peuvent avoir comme actifs, puis ensuite, on a dit, quelle est la valeur totale actuelle approximative de vos actifs? Pour ceux possédés conjointement, ne considérez que la valeur de la partie qui vous revient. C'est sûr que c'est un exercice mental. On comprend que c'est environ. On a fait à peu près la même chose pour les dettes. Et là, je vais vous montrer la valeur nette du patrimoine, donc actif moins les dettes. Donc, spécifiquement, ce que je vais faire, c'est description des écarts patrimoniaux entre hommes et femmes selon le statut conjugal à différents percentiles.
Ici, j'aimerais mentionner que cette partie-là de l'étude, je la réalise conjointement avec des gens de mon équipe, dont Prisca, Mamadou Diallo aussi et Diana Peña-Ruiz. Alors, voici ce qu'il en est. Donc, en vert, vous voyez la courbe pour les femmes et en orange, la courbe pour les hommes. Donc, ce que ça vous montre ici, c'est la valeur nette du patrimoine au 10e percentile, donc parmi les hommes et femmes les moins fortunés finalement, jusqu'au 99e percentile. Donc, ce qu'on voit ici, premièrement, qui est aussi important à mentionner, hein, c'est que, ben, en fait, jusqu'en bas du 50e percentile, il y a beaucoup de femmes et d'hommes qui sont dans le même bateau, c'est-à-dire celui d'avoir très peu. Okay? C'est important aussi de resituer ça. Et quand on dépasse là, ce stade-là, ben, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un écart assez important entre les hommes et les femmes et qu'il s'agrandit. Il est très, très grand, en fait, parmi les personnes très riches. Donc, au 90e ou 19e percentile, les hommes ont presque 2 fois plus de patrimoine accumulé que les femmes. Donc, tu sais, le travail genré, je pense qu'il faut voir aussi ce que ça fait, c'est de soutenir, en fait, beaucoup une élite économique qui est masculine. Donc, ça, je pense que c'est un point, on parlait d'intersectionnalité à quelques reprises, là, en tout cas hier, puis je pense qu'on peut le voir ici que c'est important de croiser différentes dimensions. Aussi, autre point que je voulais vous montrer, là, je change un peu le registre. Là, ce que je vous montre ici, c'est la différence entre les hommes et les femmes, okay? Donc le un moins l'autre, donc le désavantage des femmes à tous les percentiles selon le statut conjugal. Okay? Donc ici, on voit hein, 10e, 25e, 50e percentile, il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes, ils ont tous à peu près 0. Et après ça, grosse désavantage pour les femmes. Mais ce qui est important, c'est que regardez où c'est le plus prononcé, c'est les couples mariés. C'est les personnes qui se sont divorcées, séparées et les couples non mariés. L'écart est moins important parmi les personnes célibataires. Donc, tout ça étant pour dire à quel point c'est important de ne pas faire cette hypothèse-là que parce qu'on est marié, le patrimoine, c'est égal. Je pense que ça montre bien ici là, que ça serait important de changer les modes de collecte de données. Dernier, si j'ai encore un peu de temps, dernière petite figure. Ici, ce que je vous montre, c'est au 90e percentile, l'écart entre les hommes et les femmes. Donc, on voit qu'il est de presque 350 000 $ de moins là, en valeur nette du patrimoine pour les femmes. Et je vous montre comment cet écart-là se transforme quand on prend les hommes et les femmes aux mêmes variables sociodémographiques. Même âge, même enfant ou pas, ce genre de choses-là, statut d'immigration. Juste pour clarifier qu'il est là encore, l'écart, même quand on contrôle pour ces choses-là. Et ici, c'est l'écart aussi quand on prend les revenus de salaire constant. Donc, encore là, l'écart, il est là. T'sais, donc, quand je disais tantôt que ce n'est pas qu'une histoire de salaire, tout ça, qu'il y a vraiment plein d'autres mécanismes, ben, c'est de ça, en fait, c'est ce qu'on voit quand même ici. Donc, pour conclure, je pense que la division genrée du travail et ses implications économiques demeure un sujet vraiment d'actualité et qu'il est très prématuré de conclure à une convergence. Selon moi. Aussi, autre point là, que j'aimerais qu'il soit retenu, c'est que les données disponibles pour étudier cette question, en fait, sont défaillantes et peu adaptées aux réalités économiques et familiales contemporaines. Et je pense là, que ce qu'il est temps de faire actuellement, c'est de recueillir de l'information sur le travail reproductif des grands-parents, sur les activités simultanées et le patrimoine. Ça me semble là, des éléments assez prioritaires pour qu'on puisse avoir un portrait des inégalités genrées, économiques liées à la division du travail qui est adapté à c'est quoi exactement le travail et l'économie actuellement. Alors, voilà, merci beaucoup et au plaisir d'en discuter.